dans ce nouveau numéro du magazine de l'économie, assuré par votre serviteur Mandrzid, tous les mardis et les jeudis. La loi de finances 2019 n'en finit pas de faire parler d'elle entre ceux qui approuvent et ceux qui sont mécontents, dont plusieurs corps de métier, d'ailleurs indignés par certaines mesures, dont la levée du secret professionnel, la hausse de l'imposition fiscale de certains secteurs. Et pour en parler, j'ai l'avantage de recevoir un jeune expert comptable, c'est Aslem Ben Mahmoud, qui va nous donner sa lecture de ce texte à polémique. C'est Aslem, bienvenue au studio de RTCI. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Chères auditrices, chers auditeurs, chers intéressés à la chose publique, l'ARP a adopté lundi dans la soirée la loi de finances 2019, après un débat assez mouvementé et un marathon de séances plénières. Une vive polémique déjà, Oui. des débats houleux entre députés, un mécontentement de plusieurs organes professionnels, et encore. Maintenant, elle est dévoilée et votée. Que nous réserve donc la loi de finances 2019 en cette année électorale par excellence? Alors, que faites-vous de cette loi? Alors, un budget de 40,7 milliards de dinars, soit une augmentation de 8% par rapport à la précédente, sur la base d'un taux de croissance à prix constant de 3,1%, d'un prix de baril moyen de $75, un déficit budgétaire contrôlable à 3% du PIB. Une petite remarque par rapport au prix de baril, le pétrole devrait repartir à la hausse. Même avant le vote de l'ARP, l'OPEP et la Russie, les pays producteurs et exportateurs de pétrole, ont décidé de limiter la production mondiale à 1,2 million de barils, chose qui a donné un effet immédiat sur les prix avec une augmentation de 1,6 $. Selon tous les analystes, la hausse devrait se poursuivre jusqu'au troisième trimestre 2019. Oui, mais à quel niveau, c'est Aslem? À quel On niveau? va retrouver les niveaux des $75, par exemple, qui étaient prévus dans la loi de finances, qu'on a enregistré plutôt au cours de cette année, moyenne. Moi, je dirais que la loi de finances s'annonce un tout petit peu optimiste. Elle a annoncé, pareil, comme objectif la relance de l'investissement et les exportations comme principaux moteurs de croissance. Il est crucial et plus que jamais urgent de le faire pour faire éviter le pays des effets néfastes de ce qu'on appelle en économie l'effet d'éviction indirecte, qui pourrait être subdivisé en deux effets. Un effet voulu, du fait que l'État, pour financer le gap budgétaire qui est de l'ordre de 4,9%, se finance sur les marchés locaux. 4,9% du PIB. Du PIB. Se finance sur les marchés locaux. Bien évidemment, les banques privilégient l'État comme étant un créancier sûr, un risque zéro. Ceci cause un effet prix issu de l'assèchement des marchés financiers, ce qui cause par conséquent l'élévation des taux d'intérêt au détriment de l'investissement productif et donc la croissance. À mon sens, la loi de finances est devenue depuis quelque temps un exercice comptable, plutôt qu'un instrument de politique économique. Mais est-ce qu'elle l'était autrement, c'est Aslem, avant? Pour ne pas entrer dans la comparative, aujourd'hui un constat d'échec. La loi de finances n'est plus un instrument de politique économique. Comment un budget d'État peut-il refléter la politique d'un gouvernement alors que la masse salariale accapare le part le plus grand du gâteau? La part la plus importante. Exactement, la part la plus importante. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose avec seulement 15% alloués au deuxième titre du budget pour le développement compte tenu du remboursement de la dette en principal. La loi de finances 2019 s'annonce vraiment soft, avec un objectif de ne pas ou ne plus pénaliser les investisseurs et le pouvoir d'achat des citoyens. On a dit entre autres, par exemple, qu'elle n'a connu aucune augmentation d'impôts ou de taxes. Exactement. Elle s'annonçait avec ce slogan de ne plus pénaliser les investisseurs. Comme en 2018. Avec une batterie de mesures. Création des banques de région, un nouveau taux d'IS et d'autres dispositions. Toutefois, on n'a pas senti qu'il y ait un focus sur les PPP, pas un focus sur l'inflation importée. Alors, le PPP, on rappelle, c'est le partenariat public-privé. Exactement. Il n'y a pas un focus sur l'essaimage des fonctionnaires d'État
pas de prémisse de flexi-sécurité, de Alors, sorte... SMH, c'est-à-dire, essayons d'être un peu didactique pour SMH, les nos fonctionnaires auditeurs et d'État, auditrices qui ne connaissent pas beaucoup ces termes. effectivement, c'est pour sensibiliser les fonctionnaires d'État à se lancer dans l'économie, à devenir acteurs et aller en avant. Donc, il n'y a pas de disposition spécifique, moi, à mon sens, qui est très important. C'est pour qui encourage un peu qui encourage les fonctionnaires donc à se lancer, à se prendre en charge. Effectivement. Il n'y a pas de disposition, comme je dirais, pour le brain drain. C'est la donc fuite. on n'incite pas beaucoup les fonctionnaires à Ouais. quitter. Exactement. Donc tout le focus, c'est sur les discussions sociales avec les... soit de départ anticipé, ouais, exactement. encouragement de départ à la retraite, etc. Parlant de nos jeunes, il n'y a pas de disposition spécifique pour luttant contre la fuite des têtes bien faites, la fuite des cerveaux. C'est un problème d'ordre national. Un pays qui s'assèche de son capital dont on humain. a parlé Exactement. Dans une précédente émission avec Simon Sfamzrani, quand je le salue. Aucune mesure pour retenir ou faire un appel à la nation aux résidents à l'étranger. Simon, après votre permission, peut-être qu'il faut mieux analyser les dispositions phares de la loi de finances pour 2019 en qualité en qualité d'expert comptable. La première mesure à aborder serait la levée démesurée du secret professionnel. La modification de l'article 16 du CDPF, Code des droits et obligations fiscaux, transforme simplement la profession libérale d'un tiers de confiance à un tiers de méfiance. Ceci vient rompre et mettre en péril un équilibre difficilement acquis. C'est exactement notre raison d'être. Que l'on soit enseignant, éducateur, aide familiale, assistant social, psychologue, juriste, médecin, comptable, expert comptable ou avocat, le fait de recevoir une confidence exige le respect, la confiance et un engagement relationnel tant de la personne qui se confie que de celui qui la reçoit. Alors, Siasen, vous êtes allé directement vers... Je me vide un peu le cœur. Oui. Excusez-moi, il n'y a pas de façon plus sympathique, plus souple pour décrire... Cette histoire de levée du secret. Exactement, pour décrire cet amateurisme, populisme, oui, c'est du populisme gouvernemental et parlementaire à la fois. Nous sommes en train de banaliser la lutte contre la corruption. Le pays est mitraillé au cœur de son identité. La Tunisie est aujourd'hui confrontée aux contradictions des principes avec lesquels elle s'est bâtie. Dès aujourd'hui, imaginons l'administration serait capable de demander à un professionnel libéral ses conclusions, ses livrables, ses confidences. Peut-être un point juridique s'impose à nos chers parlementaires. Le secret professionnel auquel la profession libérale est tenue est d'ordre public. C'est un principe de droit. Le respect des dispositions du Code pénal, les articles 253 et 54, sont applicables dans quelques circonstances que ce soit. Alors, c'est Aslem, quelle mouche a piqué nos parlementaires ou les pouvoirs publics pour mettre cet article dans la loi de finances? Est-ce que ce ne sont pas un peu les dictats pour éviter d'être dans la liste noire, pour éviter d'être, soi-disant, un paradis fiscal, etc., pour éviter, pour suivre un peu tout ce qui est blanchiment d'argent et financement du terrorisme? Est-ce que ça ne va pas dans ce sens? À mon stade, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose pareil, mais nos chers parlementaires ont omis de consulter la Constitution. La levée du secret professionnel est en contradiction totale avec la Constitution tunisienne. Le respect du secret repose sur un droit constitutionnel naturel à l'intimité, qui participe au développement de la personne et à l'entreprise. Un droit constitutionnel clairement prévu par les articles 24 et 49 de la Constitution. Pour clore, à quand la mise en place de la Cour constitutionnelle? Entre-temps, permettez Simon, l'ARP agit selon la maxime latine Abusus non tollit usimo. L'abus n'exclut pas l'usage. Au nom de la lutte contre la corruption, aujourd'hui tout est permis. Mais cette fois, pour faire la transition, une bonne guerre contre la corruption avec la disposition qui est liée au décashing. C'est l'abolition du cash dans le pays. Oui. Une disposition qu'on ne peut que féliciter tout d'abord,
qui est prévu par l'article 42 du projet de la loi de finances dans sa seconde version et non pas la première, qui venait instituer pour la première fois une interdiction de payer en cash totalement ou partiellement les opérations de mutation d'immeubles, de fonds de commerce et de véhicules dont la valeur est supérieure à 5 000 dinars. Une deuxième fois, Au début, on c'était 10 000 félicite dinars, je une crois. mesure pareille. Je crois qu'au début, c'était 10 000 dinars. Au non début, ce n'était pas une interdiction, c'était ce juste n'était même une pas une mention interdiction. déclarative dans les contrats sur les modalités de paiement. Mais la seconde version, modifiée et adaptée par la Commission, venait se rectifier et apporter cette nouvelle. Toutefois, peut-être on peut critiquer ou bien analyser cette disposition d'une manière plus approfondie. Aujourd'hui, les Tunisiens préfèrent encore payer en cash. C'est tellement ancré dans l'image de la liberté individuelle. Et il n'y a Ça pas me- uniquement que les Tunisiens. Et là, Exactement, c'est pas les Tunisiens. vous me tendez la perche, si, Aslen Ben Mahmoud, jeune expert comptable invité du magazine de l'économie d'aujourd'hui. Alors, si Aslen, vous avez écrit un article sur le décaching, et vous avez même établi un peu la saga historique, l'historique de l'utilisation de ce qu'on appelle les bouts de papier ou des pièces en Exactement, métal, voilà. qui datent de très 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 longtemps. Très très longtemps. Votre article s'intitule Décaching, souhaitable pour certains, redoutable pour d'autres. Et vous donnez même des chiffres. Vous donnez même des chiffres. Vous Exactement, dites qu'il y a certains pays qui continuent à privilégier un peu Oui, les espèces, je ne sais pas, du type de la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, hein, où les ménages payent presque uniquement en espèces. Par contre, au Danemark, en Suède, les cartes sont les plus utilisées. Mais au Luxembourg, ce sont les achats en ligne qui sont répandus. Donc ça, c'est des phénomènes culturels quand même. effectivement, c'est culturel. Le nerf de la guerre, peut-être, c'est la culture. Aujourd'hui, la Tunisie vient de rejoindre le club des 27 pays exactement européens ayant institué ses limites de paiement. Dans l'article que j'ai partagé très récemment, j'ai bien souligné que bien que ces limites existent, les espèces demeurent le moyen de paiement le plus souhaité et favorable. Donc, il faut innover encore. C'est pourquoi qu'il est venu le temps où les nations, et particulièrement la nôtre, la Tunisie, doit penser et annoncer sa migration vers les services monétaires par téléphonie mobile. Phénomène, c'est le mobile payment. Phénomène Oui, le mobile payment, sur Mobile lequel payment. il y a eu beaucoup de pays Exactement, africains voilà. C'est un qui ne phénomène. nous dépassaient pas. Oui, c'est un beaucoup. phénomène. S'y sont mis. C'est voilà, c'est un Kenya, phénomène qui Rwanda, constitue une des actions les plus cruciales contre le paiement en espèces en profitant simplement du taux de pénétration de la téléphonie mobile sur les territoires. Les 4 millions, et je dis bien 4 millions de Tunisiens qui n'ont pas de compte bancaire, ont certainement et très probablement un téléphone mobile. Les services monétaires par téléphonie mobile offrent sans doute un meilleur accès aux services financiers. À l'échelle mondiale, l'industrie du mobile payment traite par jour 1 milliard de dollars entre les mains de plus que 750 millions d'utilisateurs dans 90 pays, avec une augmentation annuelle de 25%. Non, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, un petit retour sur l'efficacité de ce type de mesures qu'on salue une autre fois. Peut-être l'Inde, le pays qui a marqué l'histoire avec ce changement, avec un changement qu'il a apporté dans le monde des finances, même après avoir plafonné le paiement en espèces, même après avoir adopté le mobile payment, l'omniprésence du cash persistait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé, ils ont osé de changer radicalement. Au sens médical, ils ont mis une frappe chirurgicale sur le pays. Ils ont rendu obsolète d'un jour au lendemain la quasi-majorité des pays les billets en circulation. Imaginons, ça fait beaucoup rêver ça. Hein. 11 millions de Tunisiens font la queue devant les banques pour échanger Mais leurs en billets. Tunisie, cela a été demandé. Vous voyez, a Pas été mal de- abordé, a été discuté, a été analysé, j'en suis sûr de ça, dans les commissions de la Banque centrale. C'est un grand projet, c'est un géant projet qui pourrait être mis en place peut-être un jour dans notre pays. C'est dans la même logique de dynamique, Simon, dans la logique de cette upgrade, cette innovation de transformation, peut-être la législation fiscale tunisienne aujourd'hui est en train de s'adapter avec les standards internationaux. Le second point qui a été que j'aimerais bien aborder, approuvé par la loi de finances, qui enregistre une transition remarquable de la fiscalité tunisienne avec les standards internationaux.
pour simplifier les choses à nos chers auditeurs et auditrices, les pays du monde agissent dans un projet commun mené par l'OCDE, c'est un organisme international, et le G20, les 20 grands pays, pour s'assurer que le profit soit taxé là où la valeur a été créée. Pour cela, ils s'équipent d'instruments qui s'appellent Action BEPS, simplement ça, pour lutter contre l'érosion de la base fiscale. Dans ce cadre, un focus a été effectué dans la loi de finances pour l'année 2019 sur le prix pratiqué sur les transactions entre entreprises dépendantes. Au niveau national, et ce qu'on appelle les prix de transfert, au niveau national et international, à travers l'article 29 et suivant de la loi de finances. Le prix simplement doit être le même qui aurait été pratiqué sur un marché de pleine concurrence entre entreprises indépendantes. Donc, nouveauté loi de finances 2019, c'est une nouvelle définition plus élargie de la notion de dépendance, l'inclusion d'une notion des pays à fiscalité privilégiée, là où l'impôt est inférieur à 50% de la nôtre au titre de la même activité, et la nouveauté phare, c'est la décharge de la preuve de la minoration de l'impôt par l'administration fiscale. Parallèlement, c'est l'administration fiscale qui doit démontrer que... Non, auparavant c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle c'est l'inversement de la charge de la preuve. Donc c'est un changement majeur au niveau du traitement administratif et la procédure avec laquelle le contribuable doit agir. Parallèlement, en instituant de nouvelles obligations déclaratives, ceci vient en cohérence avec cette dimension internationale et inspiré même de l'action 13 du BEPS. Une première déclaration qui va toucher les groupes des sociétés tunisiennes, effectivement, Simon, ce serait vraiment l'actualité et la pratique majeure fiscale pour les professionnels. Une première déclaration annuelle portant sur les prix de transfert ainsi que la documentation sur les modalités de leur détermination et une deuxième déclaration à dimension internationale. Elle s'appelle CBCR, c'est le Country by Country Report, c'est déclaration pays par pays qui venait en cohérence avec l'action 13 du BEPS et oblige les sociétés tunisiennes qui établissent des comptes consolidés, qui se sont déjà installées en dehors de la Tunisie et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,683 millions de dinars, de déclarer ses revenus et bénéfices. C'est très très précis, je ne sais pas d'où venait ce chiffre, pays par pays et société par société. Dernier apport dans ce cadre de mise à niveau de la législation fiscale avec les standards internationaux, c'est le Advanced Pricing Agreement, c'est l'accord préalable prévu par l'article 31. C'est une mesure de type de sécurité juridique pour le contribuable avec laquelle c'est un accord préalable sur les modalités de transaction intra-groupe, les prix de transfert, pour une période limitée dans le temps. C'est un bon effort venant de l'administration et de la législature fiscale tunisienne dans le cadre de cette adaptation avec les standards internationaux. Et alors cette mise à niveau, est-ce qu'elle est dictée, encore une fois, ou elle est imposée pour sortir un peu de ces fameuses listes, ou bien c'est vraiment dans le cadre des objectifs de l'amélioration généralement de l'environnement fiscal tunisien? Effectivement, Simon, aujourd'hui c'est l'ère de la standardisation des normes et des normes internationales à être en vigueur dans tous les pays du monde pour traiter la fiscalité de la même manière et pour même ceci va contribuer à donner une certaine assurance. Qu'est-ce qu'on y gagne, si Qu'est-ce qu'on y gagne, effectivement. Voilà. Moi, en tant que Tunisien, en tant que contribuable, en tant que citoyen tunisien, qu'est-ce que je gagne lorsque la législation fiscale se met à niveau par rapport à ces standards internationaux de l'OCDE particulièrement? Exactement, voilà. C'est le pays qui va gagner, c'est le pays qui va assurer le fait que les profits réalisés en Tunisie et là où la valeur, effectivement, aujourd'hui, on va lier la fiscalité à la création de valeur. Donc, là où la valeur a été créée, c'est en Tunisie, le pays, ses bénéfices vont être taxés. C'est ce qu'on va gagner de ça, et c'est un partage équitable, je dirais, des ressources de l'impôt par tous les pays du monde. C'est un peu par rapport à tout ce qui est multinational, grandes entreprises, voilà,
qui généralement essaient d'aller vers des paradis. Paradis, fiscaux, exactement. vers Voilà. des- C'est la discussion phare de la fiscalité internationale. C'est ce dilemme entre évasion fiscale et optimisation fiscale. Donc, on va jouer un peu sur les mots là. exactement, voilà. Alors, on continue à vous écouter, c'est Aslan Ben Mahmoud, jeune expert comptable, et je suis vraiment, réellement ravi de recevoir peut-être Tous les plaisirs mon plus jeune partagés. invité au niveau de cette émission, et pour avoir cette lecture, cette vision des futurs décideurs de la Tunisie, voilà. Alors, euh, il y a eu également un effort en ce qui concerne le taux sur l'impôt sur les sociétés, pardon. Oui, Alors, donc l'institution d'un taux de 13,5% pour certains secteurs. Pour Je ne sais certains pas pourquoi ça n'a pas été aligné à tous les secteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire oui. au niveau de ce point? Peut-être qu'il est le temps de revenir aux dispositions tuniso-tunisiennes. Voilà. Euh, C'est plutôt tunisio-tunisien. C'est plutôt maintenant, oui. tunisio-tunisien. Donc, le gouvernement propose d'accorder une certaine priorité aux secteurs réputés à forte valeur ajoutée en réduisant le taux de l'IS, l'impôt sur les sociétés, pour se situer à 13,5% au lieu de 25%. La liste, elle est nominative, donc ça va toucher les industries électroniques, mécaniques, électriques, les fabrications d'automobiles, d'avions, de bateaux, équipements médicaux, secteur du textile, oui, secteur du textile, cuir et chaussures, industrie alimentaire, centre d'appel, Ah, centre d'appel, centre moi, ça d'appel. m'interpelle un peu. centre d'appel, Oui. les services de l'innovation, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est développement et tout, et les sociétés de commerce international. Ceci vient pour appuyer leur compétitivité et pour attirer plus d'investisseurs. Toutefois, Alors, et en parallèle, c'est Arslan pour les grandes surfaces, pour les banques, pour les entreprises qui sont réputées gagner beaucoup d'argent, c'est plutôt vers la hausse qu'on regarde. exactement, voilà. Le focus du gouvernement de cette année, c'est le facteur déterminant pour toucher ou bien modifier leur fiscalité, c'est la valeur ajoutée. Selon le gouvernement, les secteurs réputés créant la plus haute valeur ajoutée, c'est cette liste nominative. Bon, pourquoi ça n'a pas été généralisé en adoptant un taux moyen peut-être de 16 ou de 17% pour tous les secteurs? Ça, c'est une politique gouvernementale qu'elle a prévue. Elle insiste fort et clame haut et fort que ces secteurs sont la priorité ultime du gouvernement pour attirer les investisseurs. Toutefois, à mon sens, ces mêmes investisseurs pourraient se retrouver surpris, étonnés, même par la suppression des régimes préférentiels d'imposition liés à l'export. Ah oui, voilà, effectivement. Exactement. Là, revenons aux mesures dictées. Oui, exactement. Et sans doute, cette mesure venait pour éviter le classement du pays sur la liste des pays non coopératifs dans le domaine fiscal. Et c'est un terme technique, c'est pas la liste des paradis fiscaux, c'est la liste des pays non coopératifs dans le domaine fiscal. Il y a une différence énorme. Et il y a une différence énorme, exactement. Parce que les conséquences sont très dommageables pour tout investisseur agissant avec une société résidant dans un paradis fiscal. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent entendre dire par non coopératif, c'est Arslan? Non coopératif, c'est l'ère du data, c'est l'ère de l'information. Non coopératif, c'est dans le sens où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange intelligible, il n'y a pas d'échange lisible, il n'y a pas de data échangée entre les pays. D'où venait l'adoption des standards internationaux et le country by country report qu'on vient de citer. Et ça, dans tout ce cadre, le pays essaie de ne pas figurer dans ce type de liste de pays non coopératifs. Qui sont dommageables hein, pour le pays. Effectivement, ça fait augmenter le risque pays, ça fait augmenter et pour les investisseurs. Effectivement, et pour les investisseurs qui sont compliant, qui sont très soucieux de leur conformité avec les obligations fiscales. Malheureusement, à mon sens, je dirais, en faisant une simple lecture, la suppression du régime préférentiel de l'exportation vient en contradiction totale avec la note d'orientation gouvernementale, l'exposé du motif de la loi de finances 2019, la note d'orientation de la loi de finances et tous les discours politiques. Sont la seule bouche d'air, moi je dirais,
qui pourrait nous faire fuir de la sclérose que vit notre pays depuis quelques années, c'est l'export. C'est les réserves de change, la devise. Oui, c'est cela paraît paradoxal. Effectivement, avec c'est des très réserves paradoxal. d'échange qui s'amenuisent, toucher l'export, cela vraiment nous fait poser des questions. Ça fait poser beaucoup de questions. Cette mesure marque une violation d'une stabilité juridique. Un investisseur, qu'il soit tunisien ou étranger, se retrouve au bout de quelques années sujet d'imposition à 3 taux d'imposition différents, en passant de 0 à 10%, à 25% et de best to come. Et on attend. Et on attend, exactement. Ce qui va venir dans les années prochaines. Voilà. Cela risque vraiment de toucher un moteur qu'on utilise. C'est un moteur de croissance. C'est un moteur de croissance, c'est un levier de croissance. Alors, qu'est-ce qui a fait... Peut-être une petite remarque technique en la matière, c'est que, je ne sais pas, c'est volontairement ou involontairement, c'est que la notion de l'export demeure existante en matière d'impôt indirect au sens du code de la TVA. Donc, effectivement, donc la notion de l'export demeure existante en matière de TVA. Donc, les exportateurs pourraient bénéficier des avantages de l'export en matière d'impôt indirect seulement, en matière de TVA. Très bien, le temps passe très rapidement avec vous. Juste en conclusion, si Arsène... Pour clore, Simonder, permettez-moi de souhaiter tout le bonheur du monde à nos finances publiques, tous mes souhaits d'équilibre. Pas tout le bonheur du monde, surtout aux Tunisiens. Qui Exactement, en ont voilà. aussi. Peut-être une petite remarque macroéconomique. J'aurais souhaité que le budget de 2019 s'inscrive dans la continuité ultime de l'action engagée par le gouvernement depuis sa prise du pouvoir. J'aurais souhaité que notre pays se lance dans des axes très libérateurs, de type en touchant au travail, aux conditions de travail, et en touchant à la transformation de l'action publique et le rôle de l'État. Ça, on ne le trouve pas, c'est absent. C'est vraiment, ça demande beaucoup d'audace, c'est très osé, dans une année électorale par excellence. Pareil, peut-être la dimension écologique m'intéresse beaucoup. J'aurais souhaité que la loi de finances contienne une accélération de la transition énergétique. Plus que jamais, à mon modeste avis, le pays doit mobiliser une fiscalité écologique pour soutenir tous les comportements vertueux. Chose qui n'existe pas, peut-être c'est quelques dispositions parachutées, mais il n'y a pas une vision claire dans le pays. Très bien, nous voici arrivés à la fin de ce nouveau numéro du magazine de l'économie assuré par Mondrzid. Je rappelle que mon invité aujourd'hui était le jeune expert comptable Arslan Ben Mahmoud, que je félicite, que je remercie pour avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, si Arslan. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Simonder.